Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Moi, je suis autrice de bande dessinée. J'ai fait plusieurs bandes dessinées qui parlent de sexualité, qui parlent de radium et qui parlent d'épopée de piraterie. Et ma passion, c'est le traditionnel. Et de temps en temps, je pose du carrelage dans ma cuisine. Bonjour Si. Bonjour. On est ravis de te recevoir pour parler notamment du dernier tome d'Anna et l'Entremonde qui vient de sortir, tome 3 sur 4. Donc ce sera bientôt le dénouement. Oui. On parlera aussi justement de ta carrière, des Radium Girls, effectivement tu l'évoquais, de tes réseaux sociaux, parce que c'est intéressant je trouve la démarche que tu as sur tes réseaux sociaux. Mais d'abord donc Anna et l'Entremonde, tome 3 sur 4. On est toujours parti sur 4 tomes. Ah oui, c'est 4 tomes. Je tente un petit résumé, alors très succinct, mais l'histoire d'Anna et Domingo, deux orphelins qui embarquent sur la caravelle de Christophe Colomb, sauf que dans ton monde, dans votre monde, avec Marc Dubuisson qui est au scénario, eh bien la Terre est plate. Et donc à un moment donné, ils se retrouvent à tomber, cette caravelle se retrouve à tomber dans une sorte de grand trou. Et ils sont dans un monde un peu parallèle, peuplé notamment de dangereux pirates. Je précise donc que c'est Marc Dubuisson qui est au scénario. Donc toi, tu dessines en traditionnel, en couleur, tout ça, on va en parler. Mais quelle fut ta première réaction quand il t'a parlé de ce projet, Marc ? Alors en fait, le truc, c'est que il faut que je mette un peu de contexte parce que moi, à la base, je me targuais vraiment. Je disais non, moi, je veux pas bosser avec des scénaristes. Non, je prévoyais pas du tout de faire un récit qui se voulait d'entrée jeunesse, mais c'est juste qu'en fait on était au cœur du confinement et je patinais très fort sur un autre projet qui était trop connexe à la BD que j'avais fait avant, et juste en fait Marc m'a dit écoute, moi j'ai un scénario dans mes cartons depuis 2014, j'aimerais bien que tu me donnes ton regard d'autrice, mais aussi c'est un ami surtout, d'amis, mais t'inquiète pas, parce que quand un scénariste donne un scénario à un dessinateur et une dessinatrice, ça sous-entend quelque chose. Et il m'a dit mais t'inquiète pas, c'est pas pour que tu le fasses, c'est juste je veux ton retour éditorial. Et en fait, je l'ai lu et c'était la première mouture, donc ça ressemblait pas exactement à ce qu'on a maintenant. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et vraiment, la métaphore que je donne, c'est comme quand toi, au restaurant, tu prends un plat pas ouf et que ton pote, il a un pur plat à côté. T'es en mode genre, j'ai bien envie d'avoir le même. Et en fait, je l'ai lu. Je me suis dit, son univers est trop cool. Je lui ai dit, pourquoi tu penses que je peux pas le dessiner ? Et il m'a dit, pourquoi tu veux le dessiner ? Puis c'est parti comme ça, quoi. Il n'y a pas un côté effrayant à se dire qu'on part pour, tu disais 6 tomes au départ, finalement 4, mais pour plusieurs années de dessin sur un même univers, quoi. Ouais, là, on dit merci à l'inconscience. On s'en rend pas vraiment compte tant qu'on n'a pas fait de la série parce qu'on y va un peu fleur au fusil, en fait. C'est marrant, Marc s'est excusé plusieurs fois d'avoir pris 4 ans de ma vie. C'est drôle. Alors, comme si genre, parce que Marc, c'est vraiment une personne en or, tu vois, mais on y allait ensemble, je savais très bien sur quoi ça allait, mais c'est vrai que c'est assez effrayant, et en même temps, on a la place de développer un récit, ces personnages, c'est grisant, c'est grisant. Voilà. C'est pas mal. Ça t'a donné envie de retravailler avec des scénaristes après ou... Alors oui, peut-être pas tout le temps parce que j'aime bien aussi avoir mes histoires et être aussi au pôle scénariste. Mais en fait, je serais jamais allée faire de la fantasy piraterie s'il y avait pas un autre cerveau avec un autre imaginaire qui m'avait donné ça. En fait, c'est une porte ouverte sur un monde où tu serais pas allé de bosser avec un scénariste. Et en fait, c'était hyper bien. Peut-être que c'est possible de retourner. Mais avec... c'est pas n'importe qui. Marc, ça faisait des années qu'on se connaissait, etc. et tout. Donc, pourquoi pas ? Il y a un gros travail de documentation sur une BD comme celle-là, parce que tu dessines plein de bateaux. Ouais. On est au 15e siècle, donc il faut voilà, est-ce que tu as fait des recherches particulières ? Est-ce que tu en as fait plus que sur Radium Girls, qui était adapté d'une histoire vraie, donc il y avait une responsabilité historique aussi. Ouais. Comment, voilà, la différence entre les deux ? Alors, la différence. Alors, Radium Girls, c'était... alors là, en plus, là, il y avait un vrai truc, c'est que j'étais obligée d'être calquée sur l'histoire, mais sauf que je suis pas historienne, alors que là... Même si la caravelle, la Santa Maria, elle a pas un bout accroché au bon endroit, je dis que c'est un univers parallèle où la Terre elle est plate. Donc ça peut aller très vite. Je peux très vite répondre à ce genre
d'affirmation. Mais en fait, si, il y a en fait, c'était différent parce que pour Radium Girl, c'était très lourd. Enfin, c'était ça vraiment qui, moi, m'a fait patiner sur le projet suivant, qui était trop proche, où je me suis dit, oh, en plus, c'est lourd de sens, l'impact dans nos sociétés, très connexe. Enfin, vraiment, c'est une histoire qui m'a mis en colère, que je suis toujours en colère. C'est un très bon fuel, mais c'est un peu fatigant. Alors que pour Anna et l'Entremonde, là, c'était des recherches différentes. Ça veut dire qu'on avait tout à construire. C'est-à-dire que Marc arrivait avec son univers, mais il n'avait pas d'image sur son univers. Et donc, moi, je suis arrivée, et donc j'ai dû donner corps à ces personnages. Parce qu'en fait, Marc, il y a plein de typologies de scénaristes, il y a plein de typologies de tandem dessinateur-scénariste. Marc n'est pas un scénariste directif. Ça veut dire qu'il propose. Si je galère, il me fait des petites lignes supplémentaires. Mais en fait, moi, j'aime bien avoir ma liberté. Et donc, en fait, on a travaillé un peu en ping-pong. En gros, moi, j'ai une méthode de travail où je suis très feignante sur les croquis. Donc, je fais pas beaucoup de croquis préparatoires. Par contre, je travaille qu'avec des moodboards. Alors, les moodboards, ça s'appelle des tableaux de tendance, on va le dire en français. Et en gros, sur Pinterest, tu peux compiler plein d'images, etc. Et moi, j'ai fait des tableaux pour chaque personnage, chaque lieu, chaque ambiance, etc. pour avoir des références visuelles pour tout. Et c'est ça que je fais valider à Marc, plus les teintes, parce que je vis que pour la couleur. On va en parler. Ouais. Je précise qu'Anna et l'Entremonde est considérée comme une BD jeunesse, bien que plein d'adultes la lisent. Et du coup, est-ce qu'il y a une manière particulière de travailler cette double cible, j'allais dire, si on peut dire ça comme ça, là où Radium Girl, c'était une BD plutôt adulte. Voilà. Est-ce qu'il y a un petit changement ou pas ? Si, parce que quand même, si. Ça veut dire que le sujet, on n'est pas obligé de se limiter, mais comment on le raconte et comment on le montre, il faut faire attention. Tu vas pas aller... là, quand même, on pense on a une cible d'entrée 9-10 ans. Donc, c'est pas non plus les adolescents qui sont déjà très biberonnés à plein d'autres choses. Là, vraiment, c'est sur ça. Donc, on fait quand même attention. On fait attention, par exemple, et ça, c'est nos valeurs militantes qui parlent, on fait attention aux rôles modèles, comment on les montre, etc. Sans pour autant en faire une BD PowerPoint pour mini-gaucho, mini-gaucho militant et tout, même si nous, on adore. Mais en fait, on n'est pas sur une BD PowerPoint, juste on propose un récit qui mêle avec nos valeurs qui sont ce qu'on est, quoi. Donc oui, on fait quand même attention, quoi. Là, il faut quand même en avoir conscience. C'est intéressant cette dimension politique au sens sociétal. Comment on la dissémine, le féminisme, toutes ces figures modèles dont tu parlais, comment tu le dissémines dans l'histoire ou Marc ? Est-ce que ça vient naturellement ou est-ce que c'est des moments, je dirais, on rehausse certains personnages en se disant celui-là, il faut qu'il soit particulièrement comme ça ? Non, en fait, c'est des choses en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, c'est on écrit et puis en fait on se dit pas, on va pas se mettre des checkpoints de féminisme, etc. C'est juste qu'en fait c'est ça qui est important, moi que j'ai découvert parce que je disais que je ne voulais pas bosser avec des scénaristes et en fait c'est pas n'importe quel scénariste. Nous on a les mêmes valeurs avec Marc, on n'a pas eu besoin de se faire un TEDx avant pour pouvoir savoir alors tu penses quoi sur ça, etc. Faire attention à la diversité, faire attention au féminisme, faire attention au rôle modèle, amener des choses, par exemple il y a un personnage dedans, elle, on s'en fout en fait, ça n'a pas d'intérêt, mais on sait au regard de nos jours que c'est un truc qui cristallise beaucoup de débats, mais c'est un entremonde, il y a des loups qui parlent, il y a des personnages transparents, le genre n'a pas d'intérêt non plus sur ce genre de choses. Donc c'est ce que permet le fantastique qui est absolument incroyable, c'est qu'on passe des trucs, on dit oui, mais pourquoi ça te gêne pas qu'il y ait un loup qui parle ? Donc ça désamorce beaucoup de réflexions là-dessus. Ça c'est incroyable, on adore. Si on revient un petit peu en arrière, t'es rentré dans la BD un peu par la grande porte. Le vrai sexe de la vraie vie, ça a bien marché. Il y a eu un succès d'estime, critique, etc. directement. Ensuite, Radium Girls. Je sais pas combien ça en est, mais je crois que ça avait dépassé les 100 000 ou 150 000. Ah non, non. Alors moi, je veux bien. Non, mais on arrive sur les 55 000. Voilà, ce qui est déjà beaucoup. Oui, c'est très bien. Est-ce que ça, quelque part, c'est pas allé trop vite ? Alors, le vrai sexe de la vraie vie a eu un succès d'estime, mais pas tellement. En fait, c'était d'estime du lectorat. Mais en fait, j'avais pas du tout de médiatisation. Dans le monde de la bande dessinée, on me connaissait pas, en fait. Mais bon, on s'en fout, en fait. Mais... Donc, c'est Radium Girl qui a tout brûlé, en fait. Alors, attention, à prendre avec des pincettes ce que je vais dire là, parce que c'est quand même un problème de privilégié. Mais j'ai entendu un auteur qui avait dit « Le plus grand des malheurs à un auteur, c'est un immense succès. » Parce qu'en fait, tout est au regard de ce succès, de ce que tu produiras. Alors, bon, c'est
problème de privilégié, il faut quand même pas se le cacher. On veut tous un succès parce que ça change tout dans nos vies, dans les portes que ça nous ouvre, et puis si juste vivre, hein, tout simplement, l'argent, tout simplement. Mais quand tu fais des bouquins qui sont très proches les uns des autres, on va toujours essayer de te rattacher et te renvoyer au succès. Ce qui est un grand plaisir pour moi, parce que accroche-toi pour raccrocher Anna et l'Entremonde à Radium Girl. C'est pour ça aussi que j'aime pas du tout faire. Je fais jamais les mêmes trucs pour qu'ils soient pas connexes, etc. Pas par volonté pure, mais juste parce que je m'ennuie très vite. Mais oui, en fait, c'est vrai que c'est allé vite. Ça a tout changé. J'en suis très reconnaissante, en fait, de ce qui s'est passé avec Radium Girl. Mais bref, c'est vrai que par moment, en fait, quand tu le vis, tu te rends pas compte. Et c'est après, tu fais ah ouais, quand même, c'était quand même un sacré ride. Hein. Et ça n'a pas bloqué chez Glénat, ton éditeur, qui est éditeur de Radium Girls et maintenant de Anna et l'Entremonde, quand tu leur as dit je vais partir sur une série jeunesse en 4 tomes complètement différente, alors qu'en plus tu avais été quand même étiquetée dans cette veine d'autrice qui porte des messages féministes, etc. Anna, il y a du féminisme, c'est pas le cœur du sujet. Ça a pas, ils t'ont pas dit chez Glénat, oh là là, mais attends, mais tu veux pas rester dans ton couloir de nage là? Alors, en plus, c'était sur un projet, quand je disais que j'étais sur un projet. Ça veut dire que mon éditeur, à l'époque, c'est pas le même, celui qui est actuellement sur Anna et l'Entremonde, etc., parce que mon éditeur est parti dans une autre maison d'édition, peu importe, c'est de la tambouille interne. Et en fait, moi, je patinais sur un projet qui était très proche. C'était encore de l'historique, mais dans les années 50. Et même moi, là, je me disais... c'est bizarre parce que je déteste. En fait, il y a un truc très enfermant. Quand tu as un succès aussi, ça t'enferme. On attend de toi que de ça. On va te proposer que ça. Il y a des moments, je suis genre, c'est pas parce que en fait, j'ai fait du féminisme qu'il faut me donner le b.a.-ba du féminisme et de me proposer que ça. On n'est pas que ça, mais en fait, ça, c'est l'humain. De toute façon, c'est des canaux de facilité. Et c'est comme ça qu'on est fait. Donc, il n'y a pas de vendetta là-dessus. Mais... en gros, c'est vrai que quand Marc m'a proposé ce scénario, en fait, j'avais pas du tout prévenu mon éditeur. C'est-à-dire que je suis allée au rendez-vous et s'attendait à avoir de l'historique sur les années 50. Et je suis arrivée, j'ai fait « Bonjour ! Alors, j'ai des planches. On change de programme. On parle de la fantaisie piraterie. D'ailleurs, je te présente Marc, c'est mon scénariste. Oui, je bosse avec un scénariste maintenant. Et puis, en fait, ça serait sur 4 tomes. Vous nous suivez ou pas ? Et il était en mode genre, écoute. Et en fait, c'est ça qui a été très agréable, c'est qu'ils ont dit, ok, voilà. Alors peut-être qu'en interne, ils ont fait, oh, ils cassent les couilles, j'en sais rien. Sûrement. Mais quoi qu'il arrive, Glénat a suivi pour mon plus grand des plaisirs, quoi. Si on revient sur Radium Girl en quelques mots, mais on est au début du XXe siècle, ces ouvrières américaines qui sont tellement exposées au radium qu'au bout d'un moment, parce qu'elles peignaient avec la peinture, avec du radium, les cadrans lumineux des montres, elles sont tellement exposées au radium qu'au bout d'un moment, elles deviennent elles-mêmes presque irradiantes. En tout cas, on se rappelle ces planches que tu faisais dans ce livre-là. Qu'est-ce qui t'avait donné envie de raconter cette triste aventure à ce moment-là ? Alors, c'est la colère. En fait, je suis tombée dessus par hasard et en fait, c'est un énième pan où des femmes ont été évincées de l'histoire, parce que c'est même pas... On a tendance à dire oubliées. Non, elles ont été effacées consciemment. Et en plus, ça cristallise beaucoup de choses, ça cristallise des enjeux de société, des enjeux de féminisme, etc. On est sur vraiment une plaque tournante en fait de ces luttes. Et moi, je tombe là-dessus et je me dis mais c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr, plus tu lis, plus t'es énervé. Faut savoir que moi, pour me rendre compte à quel point j'étais impliquée en fait dans cette histoire, je me suis mise à lire en anglais. J'ai un très mauvais anglais, donc pour me faire lire en anglais, c'est que vraiment parce qu'en fait au bout d'un moment tu tournes en rond parce que c'est des histoires d'ouvrières américaines. Et à l'époque, donc en 2019, là il y a beaucoup plus de choses qui sont sorties sur les Radium Girls, mais en 2019 il y avait quasiment rien. En fait, les 4 articles en français qu'il y avait biberonné du même article en anglais et ainsi de suite. Et donc c'est vrai que quand j'ai découvert ça, en plus j'y suis allée fleur au fusil. Au début je croyais que c'était un groupe de rock, enfin un groupe de Motown, de filles, de chanteuses. Donc bof. Et en fait c'était hyper incroyable et c'est vraiment la colère qui m'a tenue de bout en bout, quoi. Tu parlais de la couleur tout à l'heure, couleur directe. On te voit souvent sur tes comptes réseaux sociaux en train de peindre, c'est de la peinture.
Comment t'expliques ce rapport aussi important à la couleur ? Tu disais que c'est presque pour toi le plus important, la couleur. Pourquoi ? C'est dur, hein. C'est limite philosophique, tu vois, à ce niveau-là. En fait, c'est Julien Nil qui, par ses planches, avec Lou, m'a fait comprendre que la couleur valait autant que le trait, si ce n'est même plus maintenant pour moi. Si vous voulez me faire un beau compliment, flattez mes couleurs. Voilà. Et en fait, je trouve que en fait, je ne vis que pour la couleur. Ça veut dire que pour moi, la couleur fait forme, la couleur fait émotion. Tu peux tout faire transmettre par la couleur. Le parallèle que je dis, en fait, la couleur, c'est la BO d'un trait. Tu vois. La même scène, si tu mets une musique triste ou une musique joyeuse, tu ne percevras pas la scène pareil. Et donc, moi, ça, c'est... J'ai un amour immense pour les couleurs, sur comment imposer, à quel moment. Et puis en plus, c'est pas que la couleur, c'est la couleur en traditionnel. J'ai un vrai affect au papier. Pour Anna et l'Entremonde, je suis sur de l'encre. Pour Radium Girl, j'étais sur le crayon de papier. C'est marrant parce que je les visualise comme des amis qui n'ont pas le même caractère. Le crayon de papier, c'est plus brutal, il faut y aller. Enfin, moi, je faisais des couches et des couches d'épaisseur de pigments. C'était très éprouvant pour mon physique. On ne croirait pas, mais c'est très physique de faire de la bande dessinée. J'avais très mal partout, etc. Et tout. Alors que l'encre, c'est ton pote chill. C'est ta pote chill qui est en mode genre ça va. Ah, t'as raté ? C'est pas grave. Laisse-toi partir. C'est vraiment la même chose pour moi. Et tes planches sont très belles, du coup tu les vends. Oui. Et il n'y a pas un truc difficile quand tu as une planche qui est achetée et que au-delà de l'aspect financier qui est évidemment important, mais de voir partir, tu disais c'est comme des amis, donc justement les laisser partir. Non, c'est la couleur qui est mes amis, c'est pas mes planches. En fait, c'est marrant parce que j'ai très peu d'affect pour mes planches. Parfois, il y a une planche où je me dis ah ouais, j'ai pas envie de la laisser partir. C'est très rare. Souvent, c'est une planche qui symbolise beaucoup de choses. Par exemple, il y a une planche dans le tome 1 d'Anna et l'Entremonde qui a cristallisé beaucoup d'émotions qui s'est passé dans ma vie, etc., qui ne sera jamais vendue. Sinon, j'ai assez peu... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le voyage pour y aller, pas la finalité. Et les planches aussi. Puis il y a aussi un truc où je me dis, mais en fait, les gens qui achètent en galerie, surtout... Alors, c'est une typologie... En fait, les gens qui achètent en galerie mes planches sur de la jeunesse, on est quand même sur vraiment des niches de niches, hein. Et ben en fait, c'est des gens qui vont aimer ma planche. Alors que moi, ma planche, chez moi, j'affiche pas mes planches, hein. Moi, elles vont être dans un bac, dans un coin, et puis voilà. Ça sert à rien que je les garde près de moi, hein. C'est comme quand tu fais des enfants. Des enfants, ils sont pas faits pour rester près de toi, ils sont faits pour faire leur vie. Et aussi, je me dis, toutes ces planches que je vends, c'est pour pouvoir vivre confortablement et me créer, et pouvoir créer sereinement à la suite. Et c'est ma création qui finance ma création, tu vois. T'as toujours voulu faire de la BD ? Parce que quand tu commences chez mademoiselle.com, à ce moment-là, c'est un peu la porte d'entrée, notamment pour les autrices, c'est un peu la porte d'entrée vers la bande dessinée idéale, ou en tout cas, il y en a plusieurs qui ont réussi à faire. Déjà, à cette époque, t'as ça en tête ou c'est... En fait, à Mademoiselle, moi, j'étais directrice artistique, donc en fait, j'étais pas vraiment... je sais qu'il y avait de la bande dessinée, enfin, j'en ai vu beaucoup passer et tout, mais moi, c'était à côté et tout. Non, en fait, au début, moi, en fait, c'est marrant, parce que pourtant, j'ai bénéficié d'un cadre incroyable avec des parents qui n'ont jamais considéré la bande dessinée comme une sous-culture. Peu importe, ils me disaient tu lis, je prenais une bande dessinée, mais ça valait, c'était de la lecture. Donc ça, déjà, moi je suis née dans les années 90, faut quand même voir l'évolution qu'on a là-dessus. Mais dans les années 90, même si tes parents te disent que c'est pas un sous-métier, il y a tout qui te crie que tu ne peux pas en vivre. C'est complètement con. J'ai une bibliothèque qui est remplie de personnes qui ont fait ces BD, il y a bien quelqu'un qui a été payé là-dedans. Mais très vite, je me suis dit non, mais c'est trop dur d'en vivre, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, à la base, mes premières études, c'est du graphisme. J'ai fait graphisme print. J'ai fait 1 an de cycle supérieur d'illustration, mais c'était trop cher, c'était une école privée. Je suis allée dans le monde du travail. J'ai fait du travail très rébarbatif. Et après, j'étais arrivée à mademoiselle.com. Et c'est qu'après mademoiselle.com, en tant que directrice artistique, là, j'ai sorti les premières bandes dessinées. Mais donc, en fait, c'est fou parce que j'y ai pas cru jusqu'à temps ça m'arrive. Et c'est fou parce que moi, je passe mon temps à dire à tous les jeunes, présentez-vous comme autrice de bande dessinée, même avant que vous ayez publié quoi que ce soit sur papier. Personne va vous adouber, etc. Mais même moi, quand j'étais plus jeune, je ne l'ai pas fait. Alors que ça faisait des années que je publiais sur mon blog. Des années. Sur mademoiselle.com, je publiais énormément. Donc, j'y
j'ai commencé à y croire quand j'ai commencé à pouvoir en vivre. Et en fait, j'ai commencé à y croire à Radium Girl. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps. J'évoquais tout à l'heure tes réseaux sociaux. Tu es très présente sur les réseaux sociaux, à la fois de façon très technique, j'allais dire. C'est vraiment, tu montres ta manière de travailler, comment tu mets tes scotch, enfin voilà. Et à côté, ta vie, ta rénovation, je sais plus si c'était une salle de bain ou une cuisine, des recettes de cuisine. Tu penses que c'est important aujourd'hui pour un auteur ou une autrice de créer ce lien avec sa communauté de lectrices et lecteurs? Ça fait partie du métier presque, j'allais dire. Si on est à l'aise avec ça, oui. Si vous forcez, faut pas y aller. En fait, ça se sent tout de suite. Quelqu'un qui se force à faire de la communication, ça sonne faux. Et moi, c'est parce que j'adore ça. Vraiment, c'est ma cour de récré, en fait. Si je fais... effectivement, il y a des moments où j'ai fait même des mini-formats où je débunkais des pubs, mais c'était il y a longtemps sur ma chaîne YouTube, mais parce qu'en fait, ça m'amuse, et puis en fait, j'arrête quand ça m'amuse plus. En fait, c'est une partie de mon travail, parce qu'on va quand même pas se cacher que ça s'appelle de l'influence, mais c'est pas une partie de mon travail qui me ramène directement de l'argent, tu vois. Donc c'est encore un truc où, si ça me saoule, j'arrête, tu vois. Là, ça va être compliqué. Si ça me saoule, j'arrête la BD, on va avoir un léger problème. Mais en fait, je sais pas. En fait, si les gens sont à l'aise pour parler, incarner, tout ça, go for it. C'est un très bon moyen de montrer son travail, vulgariser la bande dessinée, incarner, etc. Démystifier. Parce qu'on voit que c'est un métier dur, répétitif, presque rébarbatif parfois, solitaire. Ça, tu le mets aussi bien en scène, tu le montres bien. Oui, et ben, c'est ça qui est incroyable. Moi, c'est ça que je trouve cool, c'est que j'ai très peu de gens qui me disent bon, ça sort quand la suite? Parce qu'en fait, tout le monde est au courant à quel plan je suis et à quelle étape je suis. Il n'y a pas de mystère. Tout le monde se demande genre, la page 65, compliqué, tu vois. Et donc, ça fait que, en fait, je sais que j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, mais je ne m'attendais pas à autant d'étapes. Et j'étais genre, oui, c'est la bande dessinée, c'est long à faire. Tu parlais de ton projet mis entre parenthèses. Ce sera le prochain, une fois que le tome 4 d'Anna sera bouclé? Non, je suis encore sur autre chose. Non, ce projet, peut-être qu'un jour il verra le jour, peut-être pas, je sais pas. C'est quand même une super histoire, mais qui est arrivée trop tôt. Je pense que c'est encore trop tôt. Parce que vraiment, c'est la curation historique, parce que quand tu fais de l'historique, il n'y a pas uniquement la curation des faits, il y a aussi la curation des images. Et en fait, on se rend bien compte qu'en plus, c'est tout le temps sur des histoires de personnages middle class prolétaires. Et en fait, à cette époque-là, par exemple, dans les années 20, il n'y avait que les bourgeois qui marquaient l'histoire, parce que c'était eux qui avaient accès à l'image, donc c'est épouvantablement compliqué. Heureusement, il y a Internet, merci. Je ne veux pas savoir comment faisaient les gens avant, enfin, les auteurs qui faisaient de l'historique avant, mais bref, si, ils savaient, ils allaient dans les bibliothèques. Pour l'instant, c'est de l'embryon, vraiment, mon futur projet, mais ça sera certainement de l'adulte, du one-shot, à l'encre, assurément. Et, Scénario-dessin. Et en fait, c'est en germe. Je préfère pas trop en parler parce qu'on est vraiment au tout début. Peut-être s'il y a un petit peu de fantastique quand même encore. On sera patient pour en découvrir plus. Yes. C'est le moment si on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prête? Oui. La première BD que tu as lue? La toute première, ça devait être un Boulet Bill ou quelque chose comme ça, en fait, classique à la médiathèque, à la bibliothèque et tout. J'ai pas un souvenir immuable, je tiens à le dire, quoi. Quelle est selon toi la meilleure BD de tous les temps? C'est trop dur parce que même si j'ai écouté le podcast de la BD... Tu as triché. J'ai triché, mais même là, tu vois... T'en as pas? Mais si, j'en ai, mais c'est comme tous les auteurs, on est tous genre, mais comment ça, la BD, les BD? En fait, on va dire que si, il y a une... En fait, j'ai des BD à côté de mon bureau qui sont un peu mes références. Et par exemple, le 500 km par seconde de Manuel Fior, en termes de couleurs, c'est incroyable. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Voilà. La plus belle couverture de bande dessinée? Ça, j'ai du mal à... Si, celle de Fabien Vellman, Jolies Ténèbres. Je fais pas genre, hein, j'ai vraiment perdu La plus belle case de bande dessinée? Ça, je veux dire direct, parce que c'est la bande dessinée qui m'a lessivée en termes de larmes. En fait, c'est In Waves, et il y a une case. Déjà, tu pleures en continu, et il y a une case où c'est
Je peux pas en dire plus, parce que sinon je vais tout spoiler, donc il faut la lire. Il y a une case qui t'atomise, vraiment. Quel est ton personnage de BD préféré ? Mafalda. Mafalda, parce que, en fait, quelle incroyable œuvre, et surtout sur des sujets aussi touchy. L'écriture de Kino, c'est cette espèce de désinvolture, et en même temps, en fait, c'est une espèce de désinvolture enragée, tu vois, de Mafalda, je la trouve incroyable. Ton personnage de BD détesté ? Détesté. En fait, c'est plutôt une incarnation complète, c'est un amour-haine. Je triche un peu. En fait, moi, mes tout premiers amours de bande dessinée, donc il y avait la première BD que j'ai lue, c'était un certain Boule et Bill, mais en fait, moi, j'ai une grosse passion héroïque, fantasy, guerrière, gros sein, petite taille, grosse cuisse. Et ça, c'était quand j'avais à peu près 12 ans. Et en fait, c'est cette incarnation-là que j'ai autant adorée, que j'ai détestée aussi, parce que c'était très libidineux, et vraiment, c'était vraiment sous le niveau de la mer de la représentation des femmes. Et c'est cette image-là que je déteste, en fait, de ça. Tu dessines dans lequel, moi, en musique ? Avec du bruit. Genre, moi, je dessine avec des podcasts et des live Twitch. Il faut que quelqu'un travaille en même temps que moi, comme ça, j'ai pas la sensation d'être toute seule. Moi, je connais la réponse, mais je la pose quand même. Couleur ou noir et blanc ? Bah, cool. On y a déjà largement fait référence. Bien sûr. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de bande dessinée que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément ? Mayol Vigouroux. C'est mon petit chouchou. Il a fait 2 bandes dessinées qui s'appellent La Manticore, du moins que je connais, et dernièrement Etheb et la Harpie. Et incroyable. Alors, moi, ce qui m'a atomisé, c'est que La Manticore, c'est incroyable, c'est beau, c'est vraiment une fable. Et à la fin, je vois projet de fin d'études. Donc, j'ai vraiment fait pardon. Et Etheb à la Harpie vient de sortir. Et pareil, mais c'est divin, c'est chez Quintal Édition. C'est de la Riso. Ils vont rééditer en quadri. Mais c'est mon petit chouchou, tout ce qui sort, j'achète. Et ben voilà. Un bon conseil de lecture. Et je vous conseille aussi de lire ou relire Radium Girls et puis de se plonger dans Anna et l'Entremonde. Le tome 3 est sorti et bientôt le tome 4 pour quand ? On va dire à peu près mai 2026, mars-avril-mai. Mars-avril-mai 2026. Merci beaucoup en tout cas, Steve, d'avoir joué le jeu. Merci à toi. Merci beaucoup. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.